Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, bonjour. Bonjour Gérard Leclerc. Il y a un week-end chargé, mouvementé en perspective ce week-end avec pas moins de 3 manifestations à Paris. Force ouvrière sur les retraites, les jeunes pour le climat contre le réchauffement et puis les gilets jaunes. Alors si vous deviez choisir, à quelle manifestation vous iriez? Nous avons appelé à participer aux manifestations sur le climat parce qu'il y a aujourd'hui une urgence qui n'est pas prise en charge par le gouvernement, et ni par celui-là, ni par ceux du reste du monde, malheureusement. Et nous l'avons appris cette semaine, encore alertés par les scientifiques qui nous disent qu'il y a un risque de voir la température augmenter de 7 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle. Vous imaginez ce que ça peut donner pour nos enfants, C'est une catastrophe, c'est bien pire Voilà. que ce qui était prévu jusque-là. Exactement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous serons aux côtés des plus jeunes qui, eux, manifestent parce qu'ils savent que c'est leur avenir qui est en jeu. Alors oui, mais justement au même moment, il y a la Cour des comptes qui publie un rapport en disant qu'il faut augmenter la taxe carbone. Est-ce que vous le feriez? C'est la seule façon, disent-ils, de pouvoir tenir nos engagements contre le réchauffement climatique. Gérard Leclerc, moi je ne suis pas à la Cour des comptes, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est simple, on le sait. Il faut mettre une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui des produits qui sont importés de très très loin, qui ont un bilan carbone qui est désastreux, et donc il faut que ce coût pour la société, ce coût pour la planète soit pris en charge. Donc une taxe carbone aux frontières. Ce qu'il faut, c'est en finir avec les traités de libre-échange, Mercosur, CETA, qui viennent contredire le traité de la COP, les accords de la COP 21. Ce qu'il faut, c'est mettre en place ce que je demande depuis des mois et des mois, c'est un ISF vert, c'est-à-dire un impôt sur les grandes fortunes qui permette de financer la rénovation thermique des bâtiments, des logements pour les foyers modestes, les classes moyennes, et permettre à la fois donc d'être plus juste sur le plan fiscal, de faire en sorte de rénover les bâtiments et donc d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, et enfin, de permettre la baisse de la facture de ces ménages qui baissera d'environ 800 euros par an, ce qui est en réalité une hausse du pouvoir d'achat pour ces ménages. Oui, mais excusez-moi, mais vous bottez en touche. Est-ce qu'il faut, oui ou non, comme le dit la Cour des comptes, augmenter la taxe carbone? Parce que c'est une façon, et sans doute peut-être la façon la plus efficace, eh bien de réduire la consommation notamment des carburants, donc les gaz à effet de serre. Efficace, la Cour des comptes aurait dû dire, eh bien, écoutez, on va commencer par taxer le kérosène. On va commencer par taxer le fioul lourd. C'est très minoritaire. Non, c'est pas minoritaire. Aujourd'hui, parlez aux Marseillais, en fait, de ces bateaux qui dégazent toute la journée. Et vous verrez que l'essentiel de la pollution marseillaise, elle est liée effectivement à ces gaz à effet de serre émis par les bateaux. Et donc, ce que je vous dis là, simplement, c'est qu'il faut être équitable, il faut être juste. Et si vous voulez commencer à dire aux Français qu'il faut moins utiliser leurs véhicules thermique, eh bien, ça suppose de commencer par dire que tout le monde est pris en considération et que ce n'est pas simplement les Français les plus modestes qui vont devoir payer la facture parce qu'eux n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer quand ils vont au travail, quand ils emmènent leurs enfants à l'école, quand ils vont vers leurs loisirs. La Cour des comptes dit effectivement que cette taxe carbone allait également pour le transport aérien et le transport maritime. Mais sur les carburants, il y a même un certain nombre de gens, d'associations, par exemple UFC Que Choisir, qui disent il faut baisser la taxe sur l'essence, il faut arrêter de taxer 2 fois la TVA sur la TICP, ou alors il faut une TIPP flottante. Vous en pensez quoi? C'est pas ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, il y a des mesures concrètes sur lesquelles on peut avancer maintenant. On ne touche pas aux taxes, mais on rajoute. Et donc, plutôt que de... Enfin, si on va avoir une forme d'éducation populaire, faire en sorte que ça avance, que ça marche, il faut commencer par aller chercher l'argent là où il se trouve et là où sont les facteurs de pollution. Donc, quand on a en fait des grands mouvements, comment voulez-vous que quelqu'un qui, dans ma circonscription, fait en fait 20, 30, 40 km chaque matin pour aller au travail ou aller emmener ses enfants à l'école. Eh bien, comment voulez-vous lui expliquer que lui, il va être taxé alors que pendant ce temps-là, on va amener en fait des produits du bout du monde, on va ramener du bœuf brésilien alors qu'on en produit en France, on va ramener du lait néo-zélandais alors qu'on en produit en France, Quel est le sens de tout cela? On a le sentiment d'être pris pour des gogos. Et donc ça suppose effectivement de commencer par le commencement et ensuite d'inciter progressivement le parc automobile à changer complètement de dimension et faire en sorte que nous nous dirigions progressivement vers les véhicules électriques, c'est une évidence. Alors il y a une autre manifestation, c'est les Gilets jaunes, le retour des Gilets jaunes. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça vous inquiète?
Je ne sais pas, moi je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas ce qu'il en sera et je ne sais pas quelle sera la nature du mouvement. Ce que j'espère, c'est que ce sera un mouvement qui retrouvera ses origines. C'est-à-dire que au début du mouvement, en novembre dernier, on avait un mouvement qui était à la fois pacifique et qui était ultra majoritaire parce qu'il avait intégré en fait les inquiétudes, les angoisses d'une majorité de Français. Et puis progressivement, il s'est étiolé et il s'est recentré sur une poignée qui était notamment infiltrée par les casseurs. De cela, personne ne souhaite que cela se prolonge. En revanche, retrouver en fait la joie et y compris l'enthousiasme des débuts, avec des gens qui viennent exprimer au chef de l'État qui ne les entend pas ce qu'ils ont à dire, effectivement, moi je suis à leur côté. Alors justement, à ce propos, Emmanuel Macron, à l'hebdomadaire Time, dit que les Gilets jaunes, d'une certaine façon, ont été une très bonne chose pour lui, car ça l'a obligé à changer d'attitude face aux Français. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il a changé d'attitude face aux Français? C'est ce qu'il dit, la concertation. non, mais vous avez raison, c'est ce qu'il dit. Non, pas seulement ce qu'il dit, il se concerte sur les retraites, bien sûr. sur tous les... Il se concerte, vous dites-vous, mais... il concerte... Oui, enfin, il se concerte tout seul, parce qu'en réalité, vous avez bien vu, il y a eu un fameux grand débat. Maintenant, on va en avoir un sur les retraites, mais le grand débat, c'est bien, non? C'était un grand monologue, c'était un débat avec qui, en fait, qui il est. Les Français, on l'avait partout, il a vu des Français, enfin, partout, il les a vus, mais il ne les a pas entendus, il leur a parlé, ça c'est vrai. On a vu qu'il avait une forme de... Enfin, il y a du Castro chez Macron, et donc il aime parler de très longues heures, etc. Mais qu'est-ce qu'il entend? Est-ce que vous croyez qu'il entend aujourd'hui vraiment les urgentistes qui sont en grève? J'étais cette semaine à la Riboisière avec Hugo Huon, le président du collectif Inter-Urgence. Est-ce que vous croyez qu'il entend en fait ces praticiens, ces agents du service public qui se battent pour notre santé et qui malheureusement travaillent dans des conditions qui sont déplorables avec des queues qui durent des heures et des heures, des patients qui meurent dans les salles d'attente? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il les entend? Est-ce que vous croyez qu'il a entendu celles qui travaillent dans les EHPAD et qui s'occupent de nos personnes âgées? Est-ce que vous croyez qu'il entend en fait aujourd'hui ceux qui manifestent pour dire que la retraite, ça ne peut pas se solder par une régression sociale? Est-ce que vous croyez qu'il entend les jeunes qui manifestent sur le climat? Non, il entend. Alors, puisque vous parlez des retraites... Il parle, mais il n'entend pas. Puisque vous parlez des retraites, il y a quand même là beaucoup de concertations. Il y en a eu pendant 18 mois, on recommence maintenant avec les partenaires sociaux. Et en même temps, il y a des gens qui manifestent pour la défense de leurs régimes spéciaux. Il y a eu les RATP, il y a eu les professions libérales, demain il y aura sans doute les fonctionnaires et d'autres. Est-ce qu'ils ont raison de vouloir garder leurs régimes spéciaux, ou est-ce que c'est pas plus logique d'aller vers un régime universel? Ça ressemble plus à du socialisme, ça. Écoutez, moi, je suis sur le principe même d'un régime universel. On se dit, pourquoi pas, hein, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on devrait distinguer les uns des autres? Donc on réforme la retraite, comme c'est prévu. Mais moi, je ne suis pas contre l'idée de réformer les retraites. Je dis simplement que la bonne réforme, c'est la réforme juste. Et est-ce que vous trouvez juste, par exemple, qu'on prenne demain l'ensemble d'une carrière pour calculer la pension de retraite? Alors qu'aujourd'hui, vous savez, c'est 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Mais ça se fait pour les régimes complémentaires. Mais pour les régimes complémentaires. Et ça permettrait que chaque euro cotisé donne les mêmes droits pour tout le monde. Mais est-ce que vous croyez que c'est juste d'avoir les mêmes droits pour tout le monde quand vous avez des métiers qui ne se ressemblent pas? Est-ce que vous trouvez juste que quelqu'un qui a une espérance de vie qui est 6, 7, 8 ans inférieure à celle d'un cadre supérieur, est-ce que vous trouvez normal que ce soit exactement les mêmes règles qui s'appliquent à eux? Ils disent qu'ils vont faire des choses pour la pénibilité, pour les carrières longues, etc. C'est en négociation. Non, mais ils ont commencé dans le quinquennat par revenir en arrière sur ce que nous avions fait sur la pénibilité. Vous aviez dans la réforme précédente, un quart des Français qui étaient touchés par les questions de pénibilité. Quand vous travaillez au 3-8, quand vous travaillez de nuit, quand vous travaillez exposé à des matières dangereuses, qui sont toxiques, c'est pas la même chose que d'être comme vous ou moi, avec un col blanc, et d'avoir la possibilité, y compris très tard, de profiter de son métier, parce que c'est quasiment un plaisir que de venir au travail pour vous le matin. En revanche, celui qui est au marteau-piqueur, est-ce que vous croyez vraiment qu'il est heureux d'aller me faire le marteau-piqueur tous les jours? Soyons clairs, on arrête cette réforme ou il faut... Soyons clairs, il faut une réforme juste. Et pour l'instant, c'est le grand flou. Ah, c'est le grand flou. C'est le grand flou. Vous aviez, sur les pensions de réversion, il y a eu 3 versions. Ils ont voulu les supprimer, puis après ils ont voulu les supprimer seulement. Mais en même temps, c'est ça une négociation, une réforme qu'on fait avec les partenaires sociaux. C'est pas une négociation. On a pour l'instant un gouvernement qui a hésité lui-même et qui ne savait pas très bien où il allait. Maintenant, il nous dit qu'il concerte. Pourquoi faire? Tout simplement parce qu'il ne veut pas être sanctionné sur sa réforme des retraites au moment des municipales. Et comme par hasard, au lendemain des municipales, là, vous aurez la réforme. Et donc là, je dis aux Françaises et aux Français,
attention, ne vous laissez pas, n'allez pas signer un chèque en blanc à la République en marche, parce que le risque, il est là, c'est qu'on ne vous dit rien. Pour l'instant, c'est vous qui parlez, mais après les municipales, c'est eux qui parlent. Et donc, pendant que c'est vous qui avez la parole, dites-leur que vous n'êtes pas prêt à accepter n'importe quelle condition et n'importe quelle réforme. La majorité veut raboter les niches fiscales, par exemple sur les emplois à domicile pour les contribuables les plus aisés. Ça vous plaît, j'imagine? Pourquoi? Parce que les contribuables les plus aisés, normalement, le Parti Socialiste devrait applaudir dès demain. Oui, alors moi je suis pour le rétablissement de l'ISF, je suis pour qu'on en finisse avec la flat tax qui... Oui, mais sur les niches fiscales... Sur les niches fiscales, je vous pose une question, c'est quand vous allez... Parce que cette question-là a été posée régulièrement. D'ailleurs, ce n'est même pas une mesure du gouvernement, c'est une mesure proposée par quelques députés. Ouais. Le risque, c'est d'avoir en fait le retour du travail au noir et donc pour une partie de ces salariés... Et bien, donc vous êtes contre, vaut mieux... Je dis simplement que le risque pour ces personnes-là, c'est d'être non plus avec des droits reconnus à la retraite, à l'assurance maladie, etc., mais d'avoir des gens qui travailleront au noir, et donc il y a un risque. Donc il faut regarder dans le détail ce qu'ils proposent, mais attention au dérapage. Prudent. Voilà. Les pensions alimentaires versées directement par les caisses d'allocation familiale pour les femmes qui ont des problèmes, les conjoints, les anciens conjoints ne leur versent pas ces pensions alimentaires. Très bien. Très bien. Très bien, c'est d'ailleurs ce que nous avions déjà initié dans le précédent quinquennat, avec Laurence Rossignol, et que le gouvernement améliore. Et donc, quand les choses vont dans le bon sens, vous voyez, Vous le dites. Je le dis. Alors, à mon avis, vous êtes moins d'accord sur l'immigration. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait regarder le problème en face, ne pas le laisser à la droite et à l'extrême droite, que ce ne sont pas les bourgeois, mais que ce sont les classes populaires qui croisent les immigrés. Tout ça, c'est vrai. Pourquoi vous avez eu des réactions, j'allais dire presque pavloviennes, en disant c'est des clins d'œil, c'est le jeu du Rassemblement national? Gérard Leclerc, vous n'êtes pas dupe? Ah non, moi j'entends ce qu'il dit. Oui, ben moi aussi, ça ne me paraît pas totalement absurde. Il veut se réconcilier avec les classes populaires. Je vais vous dire ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il augmente leur pouvoir d'achat réellement, qu'il fasse en sorte que la justice fiscale soit rétablie dans ce pays-là. Vous verrez Non, mais ça c'est une chose, mais dire que l'immigration ça peut poser des problèmes, que c'est seulement dans certains quartiers, que ça fait le jeu du Rassemblement national, que justement ne pas s'en occuper fait le jeu du Rassemblement national, c'est pas vrai? Moi je vais vous dire, moi je veux bien que ce débat ait lieu. Je l'ai même souhaité. Je ne suis pas contre le fait qu'on en parle, qu'on regarde les choses en face. Mais attention, mais attendez, pas pour dire n'importe quoi. Quand j'entends le monsieur Guérini, qui est le patron de La République En Marche, qui vient sur votre plateau ici pour dire que en fait c'est un scandale l'aide médicale d'État, parce qu'on viendrait financer les prothèses mammaires de femmes qui viendraient faire... sur ce point précis, il a dit qu'il s'était... C'est heureux qu'ils soient excusés, c'est heureux. Mais enfin, si on veut raboter l'aide médicale d'État, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des gens demain qui, dans nos rues, seront avec le sida, avec la tuberculose, etc., ne se feront pas soigner, seront une cause d'épidémie. Vous voulez vraiment donc que on ne touche pas à l'aide médicale d'État, mais même non, si on ne touche pas. Est-ce que vous savez même... même, y compris que l'aide médicale d'État, c'est pas un droit qui est accordé à tout le monde comme ça, etc. Ça demande des mois pour l'obtenir. Le droit acquis ne dure qu'un an, il faut recommencer l'année suivante, etc. C'est même tout le problème aujourd'hui, c'est ce que nous disent les médecins. Écoutez ce que dit Médecins du Monde. Ils nous disent quoi? Ils nous disent, mais on a même des gens aujourd'hui qui sont avec des pathologies lourdes qu'on ne peut même pas soigner parce qu'ils ne sont pas à l'AME. Et c'est une difficulté. Et donc, parce que ces gens-là, quand ils retournent dans la rue et qu'ils croisent d'autres personnes, etc., ils mettent en danger la population française. Donc il n'y a pas d'abus, il n'y a aucun abus sur l'aide médicale d'État, il n'y a pas d'abus sur l'aide aux demandeurs d'asile. Il n'y a pas besoin de regarder... Je veux bien qu'on dise qu'il y a des abus, il y a certainement des abus. Mais je voudrais aussi qu'on parle de tous les abus dans ces cas-là. Parce que vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui abusent, qui sont très riches et qui, malgré tout, s'évadent fiscalement? Vous ne croyez pas qu'il y a de l'abus? Oui, mais c'est deux problèmes différents. L'un n'empêche c'est deux problèmes différents. Simplement, je vois qu'on regarde toujours, on est toujours là pour pointer des gens qui sont en réalité des gens qui viennent du bout du monde et qui ne viennent pas pour n'importe quelle raison. Ils viennent parce que nous avons un monde qui est de plus en plus inégal. Et ce monde de plus en plus inégal, qui creuse les disparités entre le Nord et le Sud, eh bien, il est la cause des migrations. Et demain, la question climatique, eh bien, elle va aussi causer encore d'immenses mouvements migratoires. Et ce mouvement climatique, il est essentiellement dû aux pays riches. Et donc, nous payons notre dû, au fond. Vous vous rendez compte que... Oui, mais regardez, par exemple, le droit d'asile. Combien est-ce que nous prélevons sur ces pays-là et combien est-ce que ces gens-là prélèvent sur nous? C'est ça, la réalité. Il y en a marre de cette façon de toujours regarder les choses à sens unique. On regarde toujours les pays d'Afrique comme des gens qui seraient en fait là pour venir nous piquer notre richesse, mais... Regardez ce que nous faisons. Quelles sont les entreprises qui aujourd'hui sont en train d'exploiter leur sous-sol, qui sont en train d'exploiter leurs minerais, qui sont en train d'exploiter ce qui fait y compris les composants d'un téléphone portable. Et nous voudrions
pouvoir à chaque fois être de ceux qui prélèvent, mais jamais de ceux sur lesquels on vient prélever. Mais c'est pas, somme nulle tout Je prends ça. un exemple, le droit d'asile. Il y en avait 50 000 il y a 4 ou 5 ans, il y en a ensuite 100 000, 120 000, au moment où au contraire ça baisse, par exemple en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur le droit d'asile? Mais regardez ce qu'a fait l'Allemagne, ils ont pris 1 million Oui, de... non, mais ça c'était il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça augmente en France quand ça n'augmente pas chez les autres. Quand on est demandeur d'asile, là vous parlez du nombre de demandeurs d'asile, ça ne veut pas dire que tous l'obtiendront, ça veut dire qu'ils le demandent. Et on verra après ensuite s'ils répondent à ces conditions-là ou pas. Mais c'est quoi le droit d'asile? C'est simplement de reconnaître un droit humanitaire pour des gens qui craignent pour leur propre existence dans leur pays d'origine. Bon, on est la France ou pas? Donc moi, effectivement, je crois que la France, c'est le pays qui considère que les droits de l'homme, c'est au-dessus de tout. Et c'est ce qui a fait, y compris notre grandeur, y compris le fait que notre parole soit écoutée alors que nous sommes une puissance économique, militaire moyenne. Et donc pourquoi on est écouté dans le monde? Parce que justement, nous avons toujours eu à cœur ce qu'est la République française, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité, et y compris la justice pour tous. Jean-Luc Mélenchon, donc, il dénonce, de quelle manière, un procès politique, une exécution, un complot judiciaire. Si l'on en croit un sondage, il y a 72% de Français qui ont aujourd'hui une mauvaise opinion de lui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que quand on est comme lui devant la justice, la meilleure façon de se défendre, c'est de répondre sur le fond des chefs d'accusation dont on est accusé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il dit sur justice politique, exécution, etc., complot judiciaire? Visiblement, les Français n'y croient pas. Non, mais ça, c'est les Français, mais vous? Oui, mais je vous dis parce que s'il veut se défendre et bien se défendre, je pense qu'il a choisi la mauvaise voie. Laisser penser qu'aujourd'hui, il y aurait une justice qui s'attaquerait uniquement aux insoumis, l'actualité judiciaire est là pour prouver le contraire. Et donc, c'est, à mon avis, un mauvais argument de défense. C'est une défense de rupture, aurait dit autrefois Jacques Vergès. C'est-à-dire, en fait, où on utilise la justice pour défendre une position qui est une position politique, mais en l'occurrence, là, ça ne marche pas. Donc, il se trompe. Il se trompe sur ce qu'il dit. Je serai son avocat, je passerai par d'autres canaux. Et c'est grave pour l'ensemble de la gauche qui est totalement fracturée. Il a sa part de responsabilité. Ça n'est pas lié à ça, elle n'est pas fracturée. Enfin, il y a un comportement de Jean-Luc Mélenchon quand même, non? Il a une responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, la gauche est effectivement désunie. Mais je ne désespère pas, moi, de faire en sorte que nous rassemblions la gauche et l'écologie. Sauf que personne ne vous écoute pour l'instant. Vous êtes tout seul à le dire, mais personne ne s'intéresse. Pas tout à fait, non. Regardez ce qui se passe dans les municipalités. Vous avez des équipes qui se reforment, des gens qui ont pendant 6 ans, 12 ans travaillé ensemble et qui continuent sur le terrain à se dire c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et c'est comme ça qu'à Rennes, à Nantes, à Paris, etc., que les politiques vous allez pouvoir garder ces villes? Vous allez les garder? Bien sûr. Écoutez, d'abord, c'est pas moi qui décide. Non. Même des électeurs. Mais justement, est-ce que vous pensez que les Français sont encore prêts à faire... Moi, ce que je vois, par exemple, c'est que quand on regarde dans le monde entier quelles sont les villes qui ont fait les plus gros efforts en matière écologique, qui sont les plus éco-responsables, qu'est-ce qu'on cite? On cite des villes socialistes, on cite Paris, on cite Rennes, on cite... Oui, mais autant de villes, Nantes, les écologistes vont présenter leur liste. Avignon, on cite comment? Les écologistes vont présenter leurs candidats, leur liste dans toutes ces villes. Très bien, et présenteront leur liste au deuxième tour, nous ferons des accords pour que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons ensemble et qui permet aux habitants de ces villes de vivre mieux et de continuer à améliorer la qualité de leur vie. Alors justement, à propos des municipales, La République En Marche a investi le maire socialiste d'Auxerre, Guy Ferrez, et puis des candidats socialistes à Bergerac ou Soissons. Qu'est-ce que vous dites? C'est très bien ou au contraire, vous allez leur retirer leur investiture? Alors, il y a des cas différents, mais... rapidement quand même. Rapidement. D'abord, la première chose, c'est que moi, je serai La République En Marche, je soutiendrai tous les maires socialistes. Oui, d'accord. Ce sont les meilleurs. Donc, ça, je comprends bien. C'est dommage de sélectionner quelques-uns. Qu'est-ce que vous faites? Prenez-les tous. D'accord. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dis aux maires socialistes ou aux candidats aux municipales? Je leur dis, vous avez le soutien de La République En Marche, écoutez, prenez. Vous avez raison. Ah bon, d'accord. En revanche, vous devez être clair. Vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron? Si ils veulent vous soutenir alors que vous dites que vous êtes contre la politique d'Emmanuel Macron, prenez. En revanche, si vous dites que vous êtes dans l'ambiguïté, que vous ne savez pas, etc., alors vous ne pouvez pas être candidat socialiste. Et donc vous pourrez retirer l'investisseur socialiste à cela? Bien sûr. Bien sûr.
Xavier Bertrand, il pense à la présidentielle, il dit qu'il sera candidat s'il a les solutions aux problèmes des Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que oui, il n'a pas raison en disant ce qui est important, c'est d'avoir des idées, c'est d'avoir des propositions, ce qui manque peut-être au Parti socialiste? Je crois avoir fait la démonstration inverse pendant cette émission, et puis je peux revenir pour en faire d'autres, des propositions si vous voulez. Mais des idées, bien sûr, c'est toujours par là qu'il faut commencer. Bon, un de plus qui y pense. Hein. Enfin, moi, ça me fait penser surtout à à la chanson de Claude François. J'y pense, hein, et puis j'oublie. Parce que ça veut dire que, en fait, j'y pense, et puis j'oublie les Français. Et donc, arrêtons de penser à l'élection présidentielle en permanence. Commençons par nous poser, en fait, effectivement, les questions de fond. Non pas qui, mais pourquoi faire. Ce que veulent les Français, c'est qu'on leur donne des solutions, pas qu'on leur donne des candidats. Ça, tous les partis le font depuis trop longtemps. Et de ce côté-là, il n'y a pas de candidat socialiste, effectivement, pour l'instant, on n'en voit pas. Mais pourquoi Parce que c'est pas le moment, c'est trop tôt. Parce que nous sommes, en quelle année En 2019, jusqu'à voilà. Et en quelle année a lieu la présidentielle? 2022. Voilà. Et ben, Donc, vous avez il y aura le temps pour la l'instant. réponse est dans votre question.